À partir de la fin de la guerre froide, d'abord les équilibres stratégiques s'effondrent, et puis dans un deuxième temps, on a également l'ouverture des pays, la mondialisation, avec un phénomène un petit peu parallèle, mais qui est étroitement lié à cela, l'internationalisation des grandes entreprises et en particulier des grandes entreprises de défense. Donc les États se retrouvent dans une situation où les guerres, les petits conflits, les conflits asymétriques, les guerres dites non conventionnelles se multiplient avec un besoin d'armement de plus en plus léger, et donc des armements légers, c'est des armements qui sont faciles à transférer de manière assez discrète, c'est plus compliqué de frauder ou d'échanger de manière illégale un avion de combat qu'une arme de petit calibre. Donc les États se retrouvent confrontés à ce phénomène de prolifération des armes partout sur la planète et finalement un cercle vicieux, c'est-à-dire les petits conflits se multiplient, les conflits asymétriques se multiplient et la prolifération et les transferts non contrôlés ou difficiles à contrôler d'armes se développent également. Donc il a fallu penser un petit peu différemment en responsabilisant un peu plus les entreprises, en signant un certain nombre de grands traités internationaux et en tout cas en coopérant pour ce qui est des États. Alors on est souvent dans ce domaine stratégique avec une grosse différence entre les Américains et les Européens pour la bonne et simple raison que les Américains disposent d'énormément de moyens. Les dépenses militaires américaines, c'est plus de la moitié des dépenses militaires mondiales et donc l'argent affecté au contrôle est bien évidemment beaucoup plus important. Qui plus est, les Américains ont une assise internationale, ont une présence internationale qui est extrêmement forte. Donc ils ont une législation, c'est ce qu'on appelle la législation ITAR, qui est une législation qui établit une liste de biens sensibles, on va dire, parce qu'il n'y a pas que les biens militaires, il y a aussi toutes les technologies double usage, des technologies qui sont utilisées dans le civil, mais qui pourraient très bien avoir une utilité dans le domaine militaire. Et puis une liste de pays avec différents niveaux de pays alliés, de pays proches, et puis jusqu'au ce qu'on appelle les rogue states, c'est-à-dire les États voyous. Et ils ont un contrôle extrêmement poussé jusqu'au moindre composant, et puis en plus ils ont dans leur législation le principe de l'extraterritorialité qui fait que à partir du moment où vous achetez un composant jugé sensible par les autorités américaines, eh bien les autorités américaines se donnent le droit de contrôle de ce composant jusqu'au bout de la chaîne, c'est-à-dire même si vous souhaitez réexporter ce composant, vous êtes contraint de demander l'autorisation aux autorités américaines. Donc c'est extrêmement contraignant pour les Européens, surtout que les Européens ne disposent absolument pas des mêmes moyens, n'ont pas du tout la même culture du contrôle. Les Européens ont plutôt tendance à contrôler au cas par cas en faisant signer des clauses de non-réexportation aux pays vers lesquels ils exportent, mais sans pour autant avoir véritablement les moyens de contrôler qu'il n'y aura pas réexportation. Pour l'instant, la voie qui a été suivie par ces pays européens, ça a été la rédaction d'un code de conduite qui établit un certain nombre de critères communs, 8 critères communs d'autorisation ou non d'une exportation. Donc il y a le critère économique, ne pas exporter à un pays très pauvre, des armes qui auraient un coût prohibitif et qui nuiraient au développement économique de ce pays, ne pas exporter à un certain type de régime politique, etc., etc. Et autour de ces 8 critères, les États européens ont bâti leur législation nationale et se tiennent informés les uns les autres du pourquoi ils interdisent ou ils autorisent une exportation vers un pays. Simplement, une fois que le produit ou que l'équipement, qui est quand même une arme, est exporté dans un pays, eh bien, vous n'avez plus aucun contrôle ou vous n'avez que des contrôles très compliqués sur ce qui va advenir de cet équipement. Vous exportez un produit aujourd'hui vers un pays qui vous semble allié, vous faites confiance à ce pays parce que c'est un allié. Si dans 10 ans le régime politique change, vous n'avez aucun moyen parce que les règles internationales font qu'on respecte la souveraineté des États, vous n'avez aucun moyen d'aller vérifier, soit d'aller récupérer cette exportation, le produit est vendu, il appartient à l'acquéreur, soit d'aller contrôler que cet équipement ne sera pas réexporté vers une autre destination. C'est une question extrêmement sensible. Encore une fois, les Américains le règlent grâce à des moyens financiers et humains incomparables avec tout ce qui peut exister sur la planète. Ils vont jusqu'à vérifier régulièrement, envoyer des gens de leurs ambassades, vérifier régulièrement que tel ou tel équipement encore dans le pays, n'a pas été réexporté. Ils jouent aussi de leur poids politique et de leurs moyens de pression. Les Européens ont des moyens beaucoup plus limités, des moyens non seulement financiers, mais également des moyens de pression beaucoup plus limités et n'ont aucun contrôle là-dessus.